Dynamique et ambitieuse, Nglan Lekenyat a plus de 21 ans d'expérience dans divers domaines de la gestion des ressources humaines. Recevons pour ce numéro d'African Woman 2.0 celle qui a rejoint en 2020 le groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest, où elle dirige la conception et la mise en œuvre de stratégies RH. Titulaire d'un MBA avec spécialisation en gestion des ressources humaines de HEC Montréal, Nglan Nyat est la directrice des ressources humaines du groupe Dangote Industries Limited. Elle a 21 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines, dont 19 ans chez Schlumberger, la plus grande société de services pétroliers au monde. En 2020, Nglan a rejoint le groupe Dangote, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique de l'Ouest, où elle dirige la conception et la mise en œuvre de stratégies RH pour embaucher les meilleurs talents afin de soutenir la réalisation des objectifs stratégiques du groupe. Nglan est membre du Chartered Institute of Personal Management du Nigeria et de la Society for Human Resources Management. Elle siège au conseil d'administration de African Leadership University et de Women for Leadership Empowerment Advancement and Development Initiative, une initiative à but non lucratif qui favorise le réseautage et le soutien en milieu de travail. Nglan est mariée et mère de 2 enfants. Bonjour Nglan. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. Je sais que tu viens d'arriver aujourd'hui du Nigeria pour un événement demain. Oui. Et donc, mais tu n'es pas nigériane, tu es camerounaise. Je suis camerounaise, oui. Alors, explique-moi un peu comment une Camerounaise s'est retrouvée au Nigeria. Au Nigeria, voilà. Bon, c'est pas, vous êtes voisins, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes voisins. Ok, donc je t'explique un peu mon parcours. En fait, je suis effectivement d'origine camerounaise, du Cameroun anglophone. Et donc, mes parents nous ont mis dans le système français. Donc, on a fait l'école en français parce que le Cameroun étant bilingue, il voulait qu'on soit bilingue. Et donc, voilà, j'ai fait mon cursus universitaire à Montréal. Et donc, j'ai fait de la biologie, microbiologie, une maîtrise en microbiologie. et ensuite, les ressources humaines, on y reviendra. Et en ressources humaines, donc, j'ai une carrière avec Schlumberger, donc 19 ans et demi chez Schlumberger. Wow. Plusieurs pays, plusieurs continents. Et c'est avec Schlumberger, en fait, que je me suis retrouvée au Nigeria, après les États-Unis, après l'Europe et le Canada. Donc, j'ai eu des missions internationales et donc je me suis retrouvée au Nigeria il y a 7 ans. Wow. Voilà. Donc, Schlumberger, en fait, ta maison presque. Oui, j'ai travaillé 19 ans et demi chez Schlumberger, c'était mon premier employeur. Et j'ai eu une très belle carrière, je crois, en ressources humaines, différentes fonctions, différents domaines des RH, différents pays. Donc, vraiment, j'ai fait tout mon HR development, si on peut dire, chez Schlumberger. Ton développement ressources humaines, voilà, toute ma carrière. Wow. C'est rare quand même, hein, 19 ans. 19 ans et demi, oui, presque 20 ans. Et donc, ça a été difficile de partir, mais je suis partie. Bon, avant qu'on passe à la partie où tu es partie, dis-nous un peu pourquoi microbiologie et ensuite ressources humaines. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement. Donc, initialement, ma mère est diplômée à un doctorat en microbiologie. D'accord. Et passionnée de recherche, etc. Et donc, j'étais convaincue que je voulais faire pareil. Et donc, j'ai fait une licence en biologie, une maîtrise en microbiologie. Mais pour faire la maîtrise, évidemment, il faut faire une thèse. Et pendant la thèse, il faut passer beaucoup de temps en laboratoire. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas. Je ne voulais pas, ce n'était pas mon truc. Mais j'ai quand même fini ma maîtrise. Et ensuite, j'ai travaillé un peu à Montréal. J'ai fait des stages et j'ai découvert les RH, j'ai découvert les ressources humaines. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée. Donc quand même, pour vraiment être sûre que c'est ce que je voulais faire, j'ai fait un diplôme en management d'1 an, un graduate diploma en management. Et j'ai vraiment aimé la partie ressources humaines. Donc j'ai fait un MBA avec spécialisation en ressources humaines. Et donc voilà.
C'est comme ça que tu as trouvé ton amour. C'est comme ça que j'ai trouvé mon amour, effectivement. Parce qu'en fait, on parle souvent de ça, parce qu'on va revenir à ça après, mais beaucoup de jeunes, en fait, ne savent pas justement ce qu'ils veulent faire. Oui. Et ils vont, les parents les poussent dans leur spécialité, enfin les spécialités où ils voudraient que leurs enfants soient. Et finalement, ce n'est pas l'ambition de l'enfant. Et c'est un peu ce qui t'est arrivé. Oui, mais dans mon cas, ils ne m'ont pas poussé, j'avoue. C'était toi. C'était moi. C'était moi qui voulais, que je pensais. Tu voulais être comme ta maman. Mais finalement, ils ont été contents. Je pense que ça m'a quand même aidé avoir un esprit ouvert, quand même avec les sciences, même si après c'était RH. Donc je crois que ça m'a aidé. Parce que tu es allée jusqu'à la maîtrise quand même. Oui, je fais une maîtrise en microbiologie, donc 2 ans, avec à peu près un an quand même en laboratoire, en recherche et tout. J'ai fait une thèse que j'ai défendue, etc. Wow. Ouais. Donc en fait, tu es une microbiologiste. Oui, mais bon. Sur dans papier, les ressources humaines. Sur papier. Ressources humaines, c'est vraiment ça mon dada. Ouais. Donc maintenant, pour revenir à ton parcours, donc tu as fait 19 ans chez Schlumberger. Voilà. Tu arrives 19 ans et demi. 19 ans et demi, c'est important de préciser. C'est important. Presque 20 ans. Presque 20 et ans, maintenant, tu arrives chez Dangote. Voilà. Qu'est-ce qui t'emmène chez Dangote, le plus grand groupe, le plus grand conglomérat africain, enfin de l'Afrique de l'Ouest? Très bonne question. Donc en fait, comme j'ai dit, j'étais en RH chez Schlumberger, où j'ai passé 19 ans et demi, et j'ai été approchée tout simplement par le groupe. Comme je crois que je l'ai dit avant, c'était difficile quand même. 19 ans et demi, c'est une famille. Hein. Même jusqu'aujourd'hui, j'ai encore de très très bons contacts, des amis. Oui. Mais je pense aussi que ce move était aussi nécessaire. Au moment où je l'ai fait pendant le Covid en 2020, en juin 2020. J'ai voulu donc transmettre les expériences acquises dans un grand groupe international, dans un conglomérat industriel africain, donc qui est en pleine transformation et donc aussi en transformation RH. Et donc je voulais vraiment, ça m'intéressait de faire ce bond. Voilà, donc voilà comment je me retrouve chez Dangote depuis juin 2020. Et voilà. Mais ça se passe bien, tu aimes. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Voilà. Et comment ça se passe au Nigeria? Parce qu'on sait, tout le monde a peur du Nigeria. Au Nigeria, ça va. Hein. Lagos, it's a place to be. Ouais, absolument. Lagos, c'est Lagos. Ouais. Donc ça fait quoi? Ça fait 7 ans quand même que je suis au Nigeria. Oui, parce que tu étais d'abord avec Schlumberger. Oui, j'étais avec Schlumberger. Donc tu connais quand même en charge de l'Afrique de l'Ouest en ressources humaines. Donc je connais quand même un peu. Et donc voilà, comme toute ville dans le monde, hein, il y a ses hauts et ses bas. Voilà, but at the end of the day, c'est très vivable. D'accord. Et en plus, c'est à côté de la maison. C'est à côté. C'est à Pour côté, aller au Cameroun, donc c'est quoi, 1 heure, 2 heures de vol? C'est 1 heure et quart de vol. De vol. Bon, il n'y a pas beaucoup de vols directs, mais quand il y a des vols directs, c'est 1 heure et quart, donc c'est très pratique. Voilà. Alors toi qui es justement une experte en ressources humaines, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes qui veulent se lancer dans les ressources humaines? Donc, pour se lancer dans les ressources humaines, on pose souvent cette question, est-ce qu'il y a des filières particulières? Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Y a-t-il un parcours particulier? Voilà, un parcours. Donc, avant, je crois qu'on disait… Aujourd'hui, je crois qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment de filière particulière. Il y a des universités qui offrent des diplômes en ressources humaines, évidemment, de plus en plus. Donc, ça, c'est un très bon cursus. Tout à fait. Mais aussi, on a des psychologues qui sont très bien en ressources humaines parce que c'est quand même la gestion de personnes. Absolument. Et aussi, de plus en plus, avec la digitalisation, on a des gens dans le secteur de l'informatique qui font de belles carrières aussi en ressources humaines. On cherche beaucoup ces personnes-là qui arrivent à s'adapter IT et RH. Donc souvent, ils viennent du domaine IT, informatique, en RH, ils apprennent. Ou bien ce sont des gens qui étaient spécialisés en RH, qui font des diplômes informatiques. Parce qu'avec la digitalisation maintenant, c'est vraiment Oui, absolument. Voilà. C'est presque obligatoire. Voilà. Donc je ne dirais pas qu'il y a une filière spécifique. Oui. Et je crois que même les gens qui rentrent, qui veulent, il ne faut pas se dire oh, j'ai un diplôme en maths, donc je peux pas faire des RH. Non, je crois qu'en général, c'est vraiment la gestion des personnes. Ça demande de la patience. Oui, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que ça demande en fait? Ça demande beaucoup de patience et ça demande aussi, il faut aimer les gens. Il faut vraiment aimer les gens. Il faut être un people person et vraiment beaucoup de patience. Et évidemment, à un certain niveau, comme au nôtre, de leadership, management, les mêmes compétences, mais beaucoup de patience et aimer les gens, tout simplement. Patience, j'imagine, quoi. Oui. C'est comme ceux qui travaillent avec les enfants aussi. Oui, non, pas beaucoup de patience. Énormément. On en a besoin,
As-tu un conseil à donner à ces jeunes justement qui se présentent pour un entretien d'embauche? Parce que ça, c'est vraiment la question difficile pour les jeunes. C'est-à-dire, je vais pour un entretien. Ouais. Voilà. Donc, oui, il y a beaucoup à dire par rapport à l'entretien d'embauche, même avant l'entretien. Oui, absolument. Avant l'entretien, le CV. Je ris parce que… Le CV, le CV, en fait, et il faut que il faut que ce soit simple. Ouais. Okay, il y a beaucoup, enfin, je pourrais donner un cours là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment présenter un CV qui soit simple, de façon chronologique, qu'on peut suivre et qu'il n'y ait pas des écarts. Souvent, on voit des écarts et donc il faut poser des questions. Il peut y avoir des écarts dans la vie, tout peut arriver, mais au moins, il faut pouvoir expliquer. Les justifier. Et puis les fautes. Donc vraiment des choses simples. Hein. Ouais. Donc faire revoir le CV par quelqu'un d'autre, s'assurer, savoir donc, le business ou la structure où on veut aller, connaître quand même, faire de la recherche. Oui. Parce que tout de suite, ce sont des questions qu'on pose. Et quand on voit des jeunes bon, c'est vrai, on peut envoyer 50 CV à différentes sociétés, mais il faut quand même avoir une idée de ce que les sociétés font. Parce que si vous avez un entretien avec ces sociétés, ça va être des questions par rapport, et on cherche toujours à savoir si la personne a quand même, si on a juste reçu un CV comme ça, voilà, parce qu'il cherche un emploi, ou la personne est vraiment intéressée. Parce qu'on veut toujours des gens qui sont intéressés par le job, intéressés par la compagnie et qui vont rester. Parce qu'on ne veut pas non plus recruter des gens qui vont partir. Absolument. Donc il y a donc beaucoup à dire. Donc ça sur le CV. Une fois à l'entretien aussi, des choses aussi simples, bien mis. Pas de t-shirt, pas de basket. Pas de cheveux rouges. Surtout pas de cheveux rouges. Quoique bon, on commence à être un peu plus… oui, flexible. Bon, je ne sais pas, cheveux rouges quand même. Mais quand même, ça dépend. C'est vrai que ça dépend où on va. Hein. Absolument. Dans si on est un environnement, oui. Voilà, quand c'est un environnement quand même… professionnel, un corporate, s'habiller comme il le faut. Et vraiment, pas d'exagération. On voit aussi beaucoup de ça, d'exagération dans ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, les compétences que j'ai ou pas, parce qu'on pose ces questions. Et quand vous avez des recruteurs qui ont quand même beaucoup d'années d'expérience, on déniche très vite les gens qui ne va pas. Ceux qui ne va pas ou voilà. Donc ça, c'est quelques conseils qu'on peut donner. Et puis parler autour de soi, parler avec des recruteurs, essayer de contacter et d'entrer en contact avec des gens qui sont en RH, poser des questions et garder un esprit ouvert. Tout à fait. Ouais. Mais justement, toi tu as travaillé en RH dans plusieurs pays, oui. Donc tu vois qu'il y a des différences dans les différents pays. Quand je dis des différences, je veux dire, par exemple, est-ce qu'on met l'accent sur certains points plus en Europe qu'en Afrique? Oui, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Un peu de ça. Par exemple, si on prend les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a des questions qu'on ne pose pas. Point. OK. Et donc, moi, ayant travaillé aux États-Unis en RH, quand je suis arrivée en Afrique, j'étais un peu choquée par… Et donc, à chaque fois, je ramenais mes équipes en disant non, on ne pose pas ces questions, on ne pose pas ces questions. Oui. Mais quel type de questions, par exemple? L'âge, on n'a pas le droit, enfin, il faut pas poser de questions sur l'âge, sur la race, sur des choses comme ça, mais il y a des pays où c'est nécessaire, où on le pose. Et bon, donc oui, il y a des petites différences comme ça, mais en général, les RH, je crois que les ressources humaines sont des ressources humaines, quoi. Donc, évidemment, les lois sont très différentes, donc même en Afrique, là chez Dangote, on est dans 11 pays, et donc même en Afrique, d'un pays à un autre, c'est très différent. De anglophone à francophone, on est dans les pays francophones, on est dans les pays anglophones, et les lois, et toutes les lois, tout ce qui gère les ressources humaines, légales et tout ça, sont très différents. Donc, il faut juste connaître les différentes réglementations des différents pays, surtout quand on est exposé quand on gère plusieurs pays, comme même dans le cas de l'Afrique, comme je l'ai dit avant, il faut vraiment connaître. Donc oui, il y a des différences d'un pays à un autre, même en Afrique. Il y a des différences. Par pays aussi. Par pays. Et par pays, côté anglophone, côté francophone. Absolument. Donc, comme je disais, nous, on a des pays francophones, on a des pays anglophones. Et il faut connaître. Oui. Ouais, c'est ça. Et ne pas être trop choqué, donc. Ne pas être trop choqué et puis gérer. On gère les ressources humaines. Donc, vraiment, gérer, quoi. Gérer.
Il y a un sujet qui revient souvent parce que tu sais, on parle beaucoup de femmes dans les postes de gouvernance, des femmes qui sont à la tête, pas forcément d'entreprise, mais bon, directrices des ressources humaines. Parce que c'est là-bas aussi qu'on crée parfois le changement pour les femmes. Donc est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel, ce sont des questions sur lesquelles tu travailles? Oui, oui. Pour mon employeur aujourd'hui, c'est très important. Et ce sont des questions sur lesquelles on travaille sur la diversité. Surtout que nous, on est un conglomérat industriel, donc c'est du manufacturing. Ouais, absolument. Donc c'est difficile de trouver des femmes qui font ce type de travail. Dans le corporate, dans les bureaux et tout ça, oui, on arrive à avoir nos quotas, mais c'est plus difficile dans les usines en fait. Mais on essaye de mettre on challenge les équipes. Moi, je challenge toujours mes équipes qui me disent, sortez des messieurs, me disent non, on peut pas, vous savez, on peut pas. On peut pas travailler avec des femmes, dessus. Ouais. Et je leur demande souvent, est-ce qu'elles portent des machines? Non, elles les portent pas. Elles peuvent, vous pouvez leur apprendre. Donc évidemment, on n'a pas de force, on pourra pas porter une machine. Mais si on peut travailler sur certaines machines, comme font les hommes, il faut qu'on. Donc c'est quelque chose qui est plus difficile, je trouve, dans les usines, mais on essaye de mettre des process et des pratiques pour encourager les femmes. Oui. Ouais, c'est ça, parce que surtout en Afrique, il y a cet esprit très... oui, effectivement, dans tout ce qui est usine, sur le terrain, les hommes n'aiment pas trop travailler avec les femmes parce qu'ils ont l'impression qu'elles sont peut-être plus faibles. Il faudra peut-être venir par derrière. Ils n'aiment pas travailler, mais c'est juste qu'ils trouvent qu'elles ne feront pas bien le travail. C'est pas vrai quand une femme le fait bien. Moi, je sais que chez nous, on a beaucoup de camionneurs en fait. Parce qu'on a à peu près, au Nigeria, on a à peu près 10 000 camions. Et donc, on a beaucoup de camionneurs et on a des camionneurs femmes. Et elles sont vraiment, vraiment très loyales, très... donc, ça dépend. Ça dépend vraiment je crois que les femmes, on arrive à... Oui, absolument. On arrive à absolument, à tout vraiment, faire. on arrive à tout faire. Du moment comme on dit, when you set your mind, quand tu t'engages, enfin, en fait, tu as envie de faire quelque chose que tu veux réussir, les femmes, il faut juste qu'on ait de la confiance. Parce que le problème qu'on a aussi en tant que femme, c'est la confiance qu'on puisse le faire. D'ailleurs, je veux que tu parles de ça, parce que ça, c'est justement un sujet dont on parle souvent dans l'insertion professionnelle, le manque de confiance en soi. Oui. Et donc, ça fait même au niveau des interviews, au niveau même de la préparation du CV, les femmes, souvent, ont une tendance à se dévaluer. Beaucoup. Et moi, j'ai une anecdote justement par rapport à ça. Donc, quand je travaillais chez mon ancien employeur, j'étais en poste à Paris à l'époque. Et il y avait, il voulait me transférer sur l'Afrique. J'avais demandé, ça faisait 5-6 ans que je demandais de rentrer en Afrique. Et il y avait un poste de gestion, en fait c'était un poste RH, mais où on gérait les services partagés. Donc en fait, donc ça te ressort de la RH générale et ça te fait gérer les services de paye, les services de compliance, les services, right? Et je n'avais pas ces techniques. Donc moi je suis une très généraliste, donc je n'ai pas des techniques. Et donc Et donc j'ai demandé, je me rappelle, c'était mon patron, c'était un Français à l'époque, et quand il m'a proposé le job, qui était un job vraiment, vraiment très valorisant. Je lui ai demandé en plein de fois, j'ai dit, vous êtes sûr que je peux faire ce job? Et pendant que je lui disais, vous êtes sûr que je peux faire ce job, je me disais, Nglan, non, ne dis pas ça. Mais bon, c'était un patron qui était un de mes sponsors et il a ri, il a dit, mais bien sûr, si on te demande de le faire, c'est parce qu'on sait que tu peux le faire. You know? Et ça a été un de mes jobs où j'ai fait le plus... tu as le mieux travaillé. J'ai le mieux travaillé. J'ai le mieux travaillé, où j'ai eu vraiment des achievements. Des réussites. En fait, tu as bien réussi, ou tu as très bien réussi, ou tu as accompli. Voilà, c'était un poste où vraiment j'ai eu beaucoup de réussite, où j'ai vraiment accompli. Mais au début, j'étais persuadée que je ne pouvais pas faire ce job. Tu lui as même demandé. Oui, je lui ai même demandé, il m'a dit, ouais, mais c'est un peu... mais bien sûr, si l'organisation demande de le faire, c'est que on pense que tu peux. Et ça a été une réussite, en fait. Et c'était un déclic, je suppose, le fait de lui poser la question et qu'il t'ait dit... Et dans cette anecdote, je l'utilise beaucoup parce que même à un certain niveau, et ça c'est il y a 8 ans, donc j'étais quand même déjà à un certain niveau en RH. Déjà senior. Et même senior. Et à ce moment-là, je me posais des questions, est-ce que je peux? Et même aujourd'hui, et je me rappelle même quand j'ai rejoint le groupe Dangote, des fois,
j'étais un peu, tu te sens un peu... Oui, mais il y a toujours des moments de doute. Est-ce que je peux, voilà. Oui. Mais donc, c'est pour ça que je reviens encore à la confiance. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Mais comment justement? Parce qu'il y a des moments de doute. Tout le monde a ses moments de doute. Ouais. Il faut pas se mentir. Hein. Ouais. Même moi, parfois, Ouais. tu prends un projet et tu te dis, mon Dieu, est-ce que je pourrais mener ce projet jusqu'au bout? Mais je crois qu'il faut aussi, on continue, il faut toujours, on continue à apprendre. On apprend tout le temps. C'est ça. Moi, l'une des premières choses, une des choses que et je le dis, hein, je trouve souvent que je suis pas, I'm not a great public speaker. Ok, donc bien parler en public, voilà, oui, en public, tu t'exprimes pas bien en public. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai décidé d'en faire quelque chose et j'ai pris un coach in public speaking. Ça existe. Donc en fait, c'est ça. Moi, c'était ça. D'autres personnes, ça peut être autre chose. Absolument. Mais continuer à se former, même dans les sociétés, prendre utiliser les formations qui sont offertes. Le e-learning, maintenant, c'est très in. Les e-learning en ligne, en fait. En ligne, les Absolument. sociétés, de vraiment essayer d'apprendre. Si on n'a pas confiance, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on n'est pas, on ne pense pas qu'on soit un bon leader, on ne pense pas qu'on soit un bon public speaker et tout. Apprendre. Il y a tellement de choses en ligne à apprendre et parler avec des gens. Développer des relations en interne. Ça, c'est le avec networking. Voilà, le networking en interne, avec du réseautage, avoir des sponsors. Moi, je trouve que ça, c'est très important d'avoir des sponsors très important en entreprise. Donc, il y a des mentors et des sponsors. Oui. Et pour moi, c'est très deux choses différentes. Voilà. Les mentors peuvent être en entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, nous aider, nous coacher, etc. Mais un sponsor, c'est quelqu'un who has your back. Oui, qui te soutient et qui te pousse. Qui te soutient et qui influence l'organisation et qui, at the end of the day, va dire en comité de direction, voilà, je pense que cette personne doit être promue parce que ceci, cela. Okay? Et c'est comme ça que ça se passe. Absolument. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est important de... Mais pour avoir un sponsor, c'est pas juste, OK, je vais chercher un sponsor demain. Il faut développer des relations. Il faut vraiment développer des relations en entreprise, stakeholder management, des parties prenantes, gestion des parties prenantes, essayer de trouver des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous conseiller, etc. Et ça, j'encourage énormément. C'est vrai, tout à fait. C'est vraiment ça. Et il y a beaucoup de gens en fait qui ignorent la culture de l'entreprise et qui ils arrivent dans une entreprise et ils se perdent. Voilà. Et après 2-3 ans, ils arrivent, ou 4 ans, ils arrivent nulle part, ils ne comprennent pas. Et c'est là justement, donc quand tu parles de sponsor et quand tu parles de mentor, c'est à ce moment-là, après 3-4 ans, qu'on a fini, 4, ou même je dirais même 5 ans, quand on a trouvé un peu on est à l'aise avec ses responsabilités. Maintenant, comment aller à l'étape supérieure? Comment arriver à avoir une promotion? Exactement. Et c'est là qu'il faut vraiment utiliser ces relations. Tout à fait. Comme j'ai dit, mentorat, sponsoring. Et puis, comme je dis toujours, simplement travailler. Travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut être diligent, il faut être assidu dans le travail. Forte éthique de travail. Ça, c'est très important pour pouvoir... si vous êtes connu pour quelqu'un qui travaille et qui a une forte éthique, de façon générale, ça marche. Tout à fait. Non, c'est important et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont un peu sur le côté éthique, c'est un peu superficiel en fait. Un peu. Je pense que... Oui, ils sont jeunes. Ouais, en fait, c'est ça. Ils sont jeunes, donc il faut les coacher. Voilà, il faut les coacher. Et comme je dis souvent, même à mes équipes RH, je dis, on identifie le talent, c'est pas nécessairement après 20 ans. Ouais. Moi, j'ai des gens, souvent, je passe des entretiens et je trouve des gens qui franchement, je les vois déjà dans 5-6 ans comme à ce poste-là, tellement ils sont bons. Donc, on a du talent en Afrique, on a vraiment beaucoup de talent. Il faut les identifier jeunes et une fois qu'ils rentrent dans la société, il ne faut pas juste commencer les plans de relève à partir de 5-6 ans de seniorité. Non, il faut les commencer même à 2 ans, même à 6 mois. On trouve souvent des perles. Et donc, il faut prendre ces perles-là, il faut les développer, et ces perles deviennent des super managers demain. Quoi. Très intéressant. Hein. Alors, on parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui. Alors, que représente la digitalisation pour la fonction RH, justement? Oui, donc en fait, très important. Très, très, très important. Comme je disais initialement, qu'on a des gens qui partent de l'informatique au RH, et RH en informatique. On a besoin de ces connaissances-là parce que de plus en plus, on utilise justement des systèmes RH, donc de la digitalisation, pour l'efficacité. Pour l'efficacité, mais surtout aussi
pour que la direction puisse prendre des décisions adéquates et étudiées. Okay? Donc, il faut des données. Il faut des données. Et donc, de plus en plus dans les entreprises, on a des systèmes RH, HRIS, des systèmes d'information. Oui, voilà. Et donc, et ça part de tout, pour toute la gestion des talents. On arrive à trouver des systèmes maintenant qui vont du recrutement jusqu'au exit. Et everything in between. Donc, gestion des talents, le recrutement. Donc, tout doit être digitalisé. Même pour le recrutement aujourd'hui, on utilise du AI. Donc, en fait, quand les gens envoient leur CV, bah oui, donc quand les gens envoient leur CV, il faut avoir les bons mots. Hein, parce que dans plusieurs entreprises aujourd'hui, c'est... Donc la digitalisation, je crois que c'est très important et c'est vraiment le futur. C'est vraiment le futur dans les RH aussi. Et donc, comme je disais, on cherche des gens qui ont ces compétences-là. Ça, c'est pas évident à trouver. Des gens qui ont en même temps du IT, donc l'informatique et des RH. Mais c'est très important. C'est très important aujourd'hui dans le domaine, dans le domaine RH. Des ressources humaines. Voilà, des ressources humaines. Surtout quand on commence à gérer un certain nombre de personnes. Nous, aujourd'hui, on est à 27 000 employés à temps plein. Et donc, à travers l'Afrique, 27 000. Oh mon Dieu, ouais. si tu n'as pas de base de données et d'intelligence artificielle. Voilà, exactement. donc, ça commence. Mais même à 100, 200 employés, hein, ça commence à être difficile. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très in aujourd'hui, mais qui est très nécessaire aussi. Et surtout, comme j'ai dit, pour vraiment avoir une gestion des ressources humaines efficace, c'est nécessaire. Oui, absolument. Absolument. Mais là, tu m'as effrayée parce que quand tu as dit 27 000 employés, je pensais au nombre de gens qui soumissionnent pour des postes. J'imagine que quand vous mettez un poste, il doit y avoir pas mal de gens qui postulent. Qui soumissionnent, oui. Oui, qui soumissionnent beaucoup. Donc, il faudrait vous retrouver, parce que je sais qu'à l'époque, on m'avait dit à la BAD, parfois, quand ils mettent un poste, ils peuvent se retrouver avec 500 personnes, 700 ou bien même 1000 personnes. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise... donc, imagine, il y a 20 ans, il fallait y aller. Oui, voilà, exactement. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, ça t'aide déjà à avoir des mots-clés. Et ça aide à trier. Mais ça, c'est très important à savoir. Parce que quand les gens envoient leur CV, il faut qu'ils sachent quels sont les mots-clés qu'il faut mettre. Et les mots-clés, mais les mots-clés, on sait comment. C'est quoi le poste? Oui. Il faut étudier le poste. Qu'est-ce qu'il demande? Donc, si la personne n'a pas mis ces mots-là? Voilà, en général, oui, ça peut éliminer. Et qu'est-ce qu'il demande? Et la société? C'est quel genre de société? Quelles sont les compétences que j'ai, moi, pour ce qu'est-ce que j'ai fait comme antécédent de travail avant, où j'ai travaillé avant, et comme je dis, comme parcours, et comme je dis souvent aussi aux gens, même si on vient de sortir de l'université, mais il y a des stages. Absolument. Il y a du volontariat, il y a des choses que les gens font mais qu'ils ignorent. Les choses extrascolaires qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre dans des CV. Si on a été leader, si on a été même leader d'une chorale, si on a été... Donc, il y a beaucoup d'activités qui peuvent aider. Mais oui, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de CV. Et donc, de plus en plus, justement, en recrutement, on utilise beaucoup ces systèmes-là pour pouvoir trier et maintenant shortlister et voilà. Ouais. Et c'est ce que je dis aux gens, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, en fait, qu'est-ce qui fait ta différence, en fait? Quand tu postules, quand tu soumissionnes à un poste, tu postules pour une position, qu'est-ce qui fait la différence? Voilà. Parce que derrière toi, il y a 300 autres personnes qui attendent et qui ont peut-être... Dans certains cas, il y a 1000 personnes. Les gens soumissionnent, les gens chargent du travail. Et donc, il faut vraiment que les gens, comme tu dis, se différencient, c'est important. Et je pense, on commence à voir ça. Je trouve qu'il y a pas mal de jeunes aussi aujourd'hui qui ont un peu compris ça et qui essayent de faire des stages, qui essayent de... Voilà. Et c'est important, c'est vraiment important. Qui essayent de faire des stages, mais pas seulement des stages, mais qui en fait cherchent un peu des espèces de sponsors. Donc par exemple, tu as un background dans un certain domaine et tu te rapproches d'une personne en fait qui est dans ce même domaine voilà, que toi. Exactement. Voilà, et tu peux proposer de lui rendre service, de lui faire un stage, de faire du bénévolat. Du mentorat, Donc voilà, il y a pas mal de gens qui font ça maintenant. Oui, et j'encourage les jeunes, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens le font encore quand ils sortent de l'université, ils cherchent des stages. Il faut le faire bien avant. Il faut le faire bien avant, même au secondaire.
Oui, je sais qu'il n'y a pas. On a 16 ans, nous, 15 ans, 16 ans. Il y a aujourd'hui, d'une coïncidence, on a une jeune stagiaire d'une semaine qui est en seconde et qui est venue passer une semaine avec nous. Hein, et qui a vraiment fait tout le tour. Elle a fait la finance, elle a fait les RH, elle a fait du HSE. Wow. Oui, et donc elle est en première. Elle passe en première. Et donc, voilà, quand elle arrive en terminale, elle a déjà... Et quand je lisais le rapport tout à l'heure, justement, et elle a fait un rapport, et puis l'école est suivie, sa mentor à l'école est venue, etc. Et quand je lisais le rapport, déjà, pour quelqu'un de première, qui, lundi, ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, quand on lui a posé la question, une semaine après, elle commençait déjà à avoir des idées de ce qu'elle aimait et de ce qu'elle n'aimait pas. Donc il faut commencer tôt. On peut commencer en première, en terminale, première année surtout. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup d'écoles maintenant qui encouragent avec des stages en entreprise après la première année. Mais c'est important, c'est vraiment important parce que quelqu'un qui a des stages et quelqu'un qui n'a aucune expérience de travail du tout, celui qui a des stages, même si c'est des stages de 3 mois, 2-3 fois, son CV passe plus vite que celui qui n'a aucune expérience, de façon générale. Tout à fait. Merci beaucoup, Nglan. Merci à toi, Aissata. Ce fut un plaisir de t'avoir du Nigeria directement. Ici, merci de m'avoir reçu. Tu sais que j'aime beaucoup les gosses. Oui, donc j'espère te voir bientôt encore à Lagos, comme d'hab. Absolument. Donc voilà, donc là, on va te faire les petits cadeaux. Tu sais, on fait la promotion de nos entrepreneurs africains, donc... Voilà, là, c'est des bijoux, hein, tu sais. Et félicitations, félicitations Aissata pour ça, parce que vraiment, c'est vraiment valoriser et j'imagine que ce sont des femmes. Oui, il y a des femmes, bon, il y a des hommes aussi, mais la plupart sont des femmes, j'avoue. Ouais. Non, félicitations, parce que franchement, ça nous fait découvrir, les perles d'Ayo. Des bijoux, accessoires. C'est des bijoux, voilà. C'est des petits bijoux, c'est des colliers, c'est des, comment on appelle ça, des sautoirs. Donc on a pris 2 et puis avec, tu sais, comment on appelle ça, les pois baoulés. Oui, tout ça, donc oui, voilà. Oui, donc, j'avais des bijoux, j'ai une amie que tu connais bien qui m'avait offert des bijoux baoulés, je crois. De Makeda. Non, à l'université, il y a peut-être il y a 20 ans. Et il y a 5 ans encore, elles étaient encore... les bijoux étaient encore super. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, les pois baoulés, en général, ça reste intact. Merci très bien, voilà. Et puis, bon, là aussi, on t'a pris maison. Oui. Comme tu es là pour quelques jours, on t'a pris des noix de cajou faites localement, mais avec des saveurs, avec différentes saveurs. Donc, voilà. J'espère que tu aimes les noix de cajou. Oui. Donc, c'est un bon snack que tu pourras... Poulet épicé safran, voilà. Ok. Voilà, que tu pourras très consommer. Très intéressant. Ouais. Et tout ça, c'est fait localement ici. Oui, bien sûr, c'est fait localement. Ce que nos artisans font. C'est Manjou. Ouais, ce que nos artisans font aujourd'hui en Afrique, c'est incroyable. Je pense que... Incroyable. Tu connais les gosses et le fashion et tout. Voilà, ça, on t'a mis, c'est un boubou. Je sais que tu adores les boubous, les trucs, ça vient de ces chic mi. Voilà, oui, mais c'est normal. C'est chic mi, non, c'est pas, on n'a pas mis dessus, mais c'est chic mi dressing. C'est une amie sénégalaise qui est là. Ouh là là, c'est un beau verre. C'est un beau verre et je sais que tu vas beaucoup aimer la broderie. Merci beaucoup. Regarde la broderie de l'autre côté. Ouh là là, merci. Et je sais que tu aimes ce type de tenue. Donc... Merci. C'est un réel plaisir. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à bientôt.